Francis Wolff, vous êtes philosophe, professeur émérite à l'École normale supérieure, auteur d'essais de référence sur Aristote, la pensée antique, l'humanisme, mais aussi sur la musique ou encore l'amour. Et quel que soit le sujet que vous traitez, vous lire est toujours un immense plaisir. C'est un peu comme plonger un jour de grand soleil dans une eau claire. Non pas que vous dissolviez les problèmes ou les difficultés, mais vous les formulez si simplement que l'on perçoit mieux les mouvements de fond de la pensée et les contradictions de l'expérience. Et vous dissipez cet air de faux mystère qu'a parfois la philosophie. Pas un énoncé opaque sur votre plume, pas un sentier qui ne mène nulle part. Donc je le dis pour vos potentiels futurs lecteurs qui se trouveraient dans la salle, ne soyez jamais intimidés par un livre de Francis Wolff. Puisque dans chacun d'eux, vous vous appuyez sur tout ce que vous savez pour reprendre calmement les questions à la racine. Qu'est-ce que, pourquoi, sans jamais dégrader ou brader la parole philosophique, parce que vous avez tenu à ce que cette parole ne soit pas un soliloque de spécialistes, mais un véritable dialogue. Ce pourquoi vous avez immédiatement accepté cette invitation à débattre avec Hubert Védrine. Je salue donc votre cohérence et votre courage. Audace. Hubert Védrine, faut-il vous présenter? Pour les plus jeunes, tout de même, je précise que vous avez été secrétaire général de la présidence de la République, ainsi que ministre des Affaires étrangères. Vous avez passé 19 ans au sommet de l'État français. Vous avez servi 2 présidents de la République, François Mitterrand et Jacques Chirac, traversé 3 cohabitations avec tous les scénarios possibles. Vous êtes donc aussi un habitué des disputations. Néanmoins, avec vous, on change d'ambiance. On plonge, je dirais, plutôt en eau trouble. Le monde est une foire d'empoigne, une mêlée, une compétition multipolaire, Jurassic Park. Mais cette impression de grande confusion et de chaos se dissipe progressivement quand vous écoutez. Parce que vous vous apprenez à distinguer l'anecdotique de l'essentiel. Max Weber disait que la politique exige de la passion et du coup d'œil. Et c'est aussi votre immense culture historique, littéraire, peut-être philosophique, qui a formé votre œil, lequel œil sait voir dans le présent les prolongements et les interférences de l'histoire longue. Vos nombreux essais, une vingtaine, sont le fruit, dont certains seront en vente et pourront être dédicacés ce soir, sont le fruit d'un retour réflexif sur votre expérience politique. Et ces essais se retrouvent dans la bibliothèque des profs de philo. Raison pour laquelle vous vous trouvez ce soir en face de Francis Wolff. Et cette rencontre ne serait restée qu'une rêvasserie de profs sans la contribution d'Alexandre Menucci, ami commun d'Hubert et de Francis. Alexandre, vous êtes avocat, mais aussi passionné de politique, de philosophie. Bref, vous êtes ce qu'on appelait au XVIIe siècle un honnête homme. Et je vous laisse introduire la question qui va occuper notre soirée. Bien. C'est moyen. Remontez le bouton. Là, ça va mieux? Oui. Parfait. Bien, merci beaucoup à tous d'être là. Merci beaucoup à Marie qui a organisé ce débat au Collège Sainte-Marie. Marie nous a tout de suite parlé de Weber et ce soir nous sommes dans une dialectique weberienne puisque nous avons d'un côté un grand savant avec une probité intellectuelle qui est reconnue par tout le monde, un grand politique de l'autre côté, un grand politique, un praticien des relations internationales, un homme qui a été au cœur du pouvoir pendant de longues années. Francis Wolff, vous, par rapport à l'universel, vous avez une approche conceptuelle. C'est vous qui l'avez le mieux défini. Vous nous dites aujourd'hui que l'universel est en crise, puisqu'on n'a jamais autant eu conscience de faire partie de la même humanité, et en même temps, l'universel recule dans les représentations. Il ne serait qu'un particularisme occidental. Il ne serait que le masque d'intérêt au service du plus fort, qu'un obstacle à l'émancipation. Et vous, Hubert Védrine,
Vous avez une approche réelle de l'universel par vos rencontres, par votre exercice du pouvoir, par vos rencontres avec les acteurs du monde entier. Et vous nous dites eh bien, que l'universel est en crise parce qu'il s'épuise à force d'avoir voulu être prosélyte et d'avoir voulu imposer nos valeurs. Alors, le général de Gaulle disait que dans toutes les victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote. Pour qu'Aristote et Alexandre se retrouvent dans l'escalier ce soir, on va demander à Francis de descendre du monde des idées pour entrer dans la réalité, et d'Hubert de monter de la réalité au monde des idées. Et donc, la première question qu'on va tout de suite poser à l'un et à l'autre, c'est de savoir si l'universalisme est réellement universel ou s'il n'est qu'un produit occidental pour assouvir notre esprit de domination. Et à l'inverse d'un procès, c'est la défense qui va commencer, puisque Francis Wolff, qui croit toujours à l'universel, va nous soutenir la thèse favorable. Alors, merci à Marie de l'organisation de ce débat, qu'en effet j'ai accepté peut-être un peu témérairement dès qu'elle m'en a parlé. Peut-être que d'ici 2 heures, je regretterai d'avoir accepté. En tout cas, merci de cette idée et merci Alexandre de ces quelques mots. Alors, évidemment, si la question est de savoir si les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs occidentales, sont universellement partagées, la réponse réaliste comme idéaliste est clairement la même. La réponse est non. Si l'on entend, par exemple, par valeur occidentale, la liberté religieuse, la démocratie représentative, la réponse est non. C'est un fait. Ces valeurs sont minoritaires à l'échelle de la planète. Si on prend par exemple l'exemple de la démocratie, plus d'1 tiers de la population mondiale vit sous un régime autoritaire. Si l'on prend en compte l'ensemble des critères qui permettent de définir un régime démocratique aujourd'hui, liberté civile, liberté de la presse, indépendance du pouvoir judiciaire, publicité de l'affrontement des opinions, possibilité d'alternance, etc. Il n'y a pas beaucoup de pays qui passent là-bas, une trentaine de pays tout au plus. Et il faut reconnaître que la grande majorité de ces pays se trouvent en Occident, c'est-à-dire en Europe et en Amérique du Nord, avec quelques exceptions, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l'Amérique latine, quelques démocraties imparfaites, Costa Rica un peu plus, en Afrique, Botswana, Cap-Vert, île Maurice, enfin ça, c'est rapide. Alors il faut se méfier de ces tableaux. Pourquoi faut-il s'en méfier? Parce qu'ils nous informent sur des faits et non pas sur les valeurs elles-mêmes. La question de la valeur est celle-ci. Quel pourcentage, si la question a un sens, de la population du monde partage, par exemple, les valeurs de la démocratie, c'est-à-dire aspirerait à vivre dans un pays où on pourrait, par exemple, pratiquer librement sa religion, exprimer son opinion et choisir ses gouvernants en fonction de ses idées, etc. Alors là, évidemment, la proportion serait infiniment plus grande, même si elle est difficile à évaluer. Alors, on dira, c'est une objection que l'on fait souvent, que parmi ces pays qui vivent sous régime autoritaire, les populations n'ont la plupart du temps, dit-on, aucune idée de la démocratie, faute de culture démocratique. Et donc ne peuvent pas aspirer à quelque chose dont elles ignorent tout. Je me méfie considérablement de cet argument. Je me souviens, en 1975, de la mort de Franco, et tout le monde disait le peuple espagnol n'est pas prêt pour la démocratie, il n'a jamais connu ça, etc. 3 ans plus tard, était votée une des constitutions les plus démocratiques du monde, et qui a fort bien tenu. Je suis arrivé au Brésil au début des années 80, c'était la fin de la dictature, et là encore, les gens disaient « Oh, le peuple brésilien n'est pas mûr pour la démocratie ». J'ai participé aux grandes manifestations pour réclamer les élections directes, et ça a été un triomphe. Et, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu beaucoup de soubresauts depuis, mais l'idée qu'un peuple n'est pas mûr n'a pas la culture démocratique, a été démentie à de nombreuses reprises par les faits. Alors, un autre signe que cette aspiration est universelle,
c'est que les régimes autoritaires aujourd'hui sont si conscients du fait que la démocratie est une valeur partagée par leur population, qu'ils se croient obligés d'organiser périodiquement des consultations électorales fantoches, avec une caricature de pluralisme pour se légitimer aux yeux du monde et de la partie la plus conservatrice de ses propres populations. Il y aura, paraît-il, en 2024, 70 consultations électorales dans le monde. Cela ne signifie pas qu'il y aura 70 élections démocratiques, mais cela signifie que la démocratie doit être imitée parce qu'elle est une valeur partagée par la population. Donc il ne faut pas confondre les faits et les valeurs, et en plus, il ne faut pas confondre les déclarations des dirigeants avec les aspirations des peuples. Alors, on parle de valeurs universelles. Quelles valeurs sont universelles? C'est évidemment le fond du problème. Et je n'ai pas la prétention d'y répondre d'une façon absolue, car il y a évidemment énormément de cas qui sont à discuter. Je dirais qu'il existe des valeurs qui transcendent les convictions morales et religieuses et les différences de communauté et de culture. Par exemple, valeurs juridiques, les libertés fondamentales. Valeurs morales, la dignité. Valeurs judiciaires, le respect du contradictoire. Valeurs épistémiques, les procédures scientifiques. Valeurs politiques, le droit de toutes, je dis bien de toutes et de tous, à participer aux affaires civiques, etc. Alors, encore une fois, ça ne signifie pas qu'elles sont universellement de fait partagées, mais qu'elles répondent aux aspirations les plus communes. En outre, ce n'est pas parce que certaines valeurs, qui sont selon moi universelles, sont aujourd'hui plutôt reconnues dans les pays occidentaux, que ce sont des valeurs occidentales. Pour plusieurs raisons. D'ailleurs, qui est-ce qui appelle ces valeurs que je viens d'énumérer des valeurs occidentales? Sinon les despotes du monde entier. Souvenez-vous, dans les années 2010, on a appelé les printemps arabes. Manifestations populaires qui se transformèrent progressivement en insurrection en Algérie, au Yémen, en Libye, voire en mouvement révolutionnaire, par exemple en Tunisie, en Égypte, évidemment en Syrie, réclamant plus de liberté et de liberté individuelle, et plus de dignité en arabe karama. Les despotes de ces pays réprimèrent ces mouvements en alléguant, comme d'habitude, qu'il s'agissait de complots ourdis par les puissances occidentales afin de déstabiliser le monde arabe. En août 2014, pareil à Hong Kong, vous vous souvenez des manifestations qu'on appelait la révolution des parapluies. Les dirigeants chinois usèrent à nouveau du même argument pour réprimer les émeutiers en expliquant, urbi et orbi, que cette représentation de la démocratie, élections, etc., voilà, pluralité des partis, c'était une valeur occidentale étrangère à la tradition chinoise. C'est aujourd'hui l'argument des mollahs iraniens, les femmes et beaucoup d'hommes manifestent au nom de femmes, vie, liberté, ils répondent valeur occidentale. Il en va de même encore en Russie, et la guerre en Ukraine, vous le savez bien, désormais, se fait au nom des valeurs qui seraient propres à la Russie contre les valeurs dont j'ai énuméré un certain nombre tout à l'heure, qui seraient typiquement occidentales. Alors il est vrai que l'Occident n'a de leçon à personne, n'a donné à personne en matière de valeurs. Les plus grands crimes contre la démocratie et les libertés ont été le fait de l'Occident. Et l'Occident a beaucoup à se faire pardonner de ce point de vue-là. Les États-Unis ont profité pendant plusieurs siècles de deux immenses crimes contre l'humanité, le génocide des Indiens et l'esclavage. Quant à la Shoah, faut-il rappeler qu'elle s'est perpétrée au cœur de l'Europe occidentale et qu'elle était le fait de la plus civilisée des nations occidentales, celle de Kant, Beethoven, Goethe et Schiller. En outre, l'universalité de la démocratie, puisque j'ai pris cet exemple, et des libertés individuelles, dont les puissances occidentales se disaient les seuls porteurs, n'a souvent été que le prétexte pour défendre leurs intérêts particuliers. Ça a été le prétexte utilisé pour exterminer les Indiens, pour coloniser l'Algérie. Nous apportons les bienfaits de la civilisation à ces barbares.
Nous leur offrons le salut de la religion universelle, catholique. Plus près de nous encore, vous savez, la démocratie, les droits de l'homme ont été les prétextes utilisés par les États-Unis et l'Angleterre pour justifier la guerre d'Irak en 2003. Nous allons leur apporter la démocratie à ces barbares. Dernier point, avant-dernier. Les valeurs qui passent pour occidentales ont été défendues partout. La thèse que ce seraient des valeurs propres à l'Occident, autre accusation d'ethnocentrisme, comme on dit, me paraît elle-même une accusation ethnocentriste. Quelques exemples. La tolérance religieuse n'a pas été inventée par Montaigne au 7e siècle à Bordeaux. Elle n'a pas été inventée par Stuart Mill à Londres au 19e siècle. Elle a été théorisée par l'empereur indien bouddhiste Ashoka au 3e siècle volontaire. Évidemment, mais ça n'en fait pas une valeur indienne, ça en fait une valeur universelle. Les sciences mathématiques, j'ai pris l'exemple des procédures scientifiques, ne sont pas occidentales. L'algèbre est née au 9e siècle à Bagdad. Ça n'en fait pas une science abbasside, mais une science universelle, autrement dit, une science tout court. Ce sont les sociétés et les cultures les plus diverses qui peuvent, selon les moments de l'histoire, être porteuses de l'universel. L'Andalousie du Xe siècle, Cordoue en particulier, qui était porteuse d'une merveilleuse civilisation dans laquelle cohabitaient les cultures juives, musulmanes et chrétiennes, était sans doute beaucoup plus universaliste que quelques siècles plus tard, quand, après la fin de la Reconquête, sous le régime des rois catholiques, musulmans et juifs furent chassés d'Espagne, l'année même où Christophe Colomb, occidental, découvrit l'Amérique pour le malheur des peuples qui s'y trouvaient. Où était l'universel à ce moment-là? Alors je conclurai, il nous reste une minute, en disant, aujourd'hui encore, partout dans le monde, les peuples se soulèvent au nom de ces valeurs. J'ai pris l'exemple de la dignité, printemps arabe. On pourrait prendre l'exemple même des plus grands révolutionnaires, des coloniaux, Frantz Fanon, Nelson Mandela. Ils n'ont pas lutté contre l'esclavage ou l'apartheid pour devenir les maîtres de leurs anciens maîtres, mais pour l'abolition, c'est-à-dire une valeur universelle, l'égalité des uns et des autres. Les anti-ségrégationnistes ont toujours visé l'universalité et l'égalité de tous. Je dirais un mot pour terminer. Antigone est peut-être une héroïne grecque, mais il y a des Antigones partout. Et aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup d'Antigones en Iran. Merci Francis Wolff. Donc effectivement, Aristote s'est hissé au niveau d'Alexandre. Merci pour ce propos très factuel. Et donc maintenant, à vous la parole, Hubert Védrine, on vous pose la même question. Les valeurs occidentales sont-elles universellement partagées? Vous m'entendez là? Oui. D'accord. Alors d'abord, je suis très heureux d'être à Lyon et je remercie Marie Grand pour cette initiative originale, dont je pense qu'elle va être féconde. Et je commencerai par dire que moi, je n'ai rien à redire à ce que vient de dire Francis Wolff. En fait, je suis complètement d'accord. Sauf que je suis entré dans le sujet autrement. Je ne suis pas entré par la philosophie. Il en est un représentant brillant, reconnu, lu, etc. Donc, je suis entré autrement. Et donc, j'ai eu à gérer la contradiction, s'il y en a une en pratique en tout cas, à travers une situation de responsabilité, de pouvoir. Donc peu importe ce que je pensais quand j'étais étudiant, je suis devenu par les hasards de la vie conseiller du président Mitterrand à 34 ans. Donc à partir de là, je suis diplomatique. Donc la question qui est posée, c'est le président déjeune avec le roi d'Arabie dans 3 jours, avec le prince japonais. Qu'est-ce qu'on peut dire à un président qui lui-même d'ailleurs connaît déjà très bien le monde? Qu'est-ce qu'on peut dire d'utile en plus par rapport à ça? Et c'est pas un débat philosophique. C'est immensément intéressant. Donc une fois, mon mode d'entrée est différent. Donc à partir de là, je suis jeté dans le grand bain des relations internationales. Ça va durer une vingtaine d'années. J'ai pas fait de politique, j'étais au pouvoir une vingtaine d'années.
Après, j'ai continué à avoir des contacts, ce qui a fait entretenu cet état d'esprit que j'ai par rapport à ça. Donc dans le monde réel des relations internationales entre puissances. Donc tout ce que j'ai découvert après expérimentalement, c'est à travers des discussions avec des pays voisins, ou pas, alliés, ou pas, hostiles ou pas hostiles, etc. Sans arrêt. Sans arrêt. Et c'est là où j'ai vu arriver assez vite, par rapport à des affirmations de bonne foi, la France étant un pays qui parle haut, enfin, qui est assez avec ses oriflammes par rapport à ça, très vite, j'étais en face d'interlocuteurs disant mais ça ce sont vos valeurs. Vos valeurs. Je dis mais non, c'est des valeurs universelles, parce que je suis d'accord sur philosophiquement, je n'ai rien à redire. Oui, mais ce n'est pas des valeurs occidentales, ni européennes, ni françaises. Oui, mais c'est vous qui les avez proclamées. D'accord, enfin, il peut y avoir, ça m'est arrivé d'avoir des débats bilatéraux reprenant la fin de votre intervention. Disant, il me semble que chez vous aussi, dans votre histoire, votre culture, votre civilisation, il y a des expressions. Oui, mais vous ne les avez imposées. Mais très vite, on est renvoyé à l'histoire récente du monde, quelques siècles. Alors, comment quelques pays européens ont réussi à coloniser les trois quarts du monde, évangéliser, coloniser, etc. Pourquoi les trois quarts du monde ont été colonisables, ça c'est un autre sujet pour les historiens, mais j'ai été confronté à ça des centaines, voire des milliers de fois. Donc chaque fois qu'on disait, nous, la France, on souhaite que, on aimerait que, mais ça c'est pas voté nous, ça ne vous regarde pas. Donc il y a l'invocation de la souveraineté qui est garantie par la Charte des Nations Unies, où il y a à la fois l'ingérence, si elle est décidée par les 5 membres permanents, chapitre 7, pour des questions de sécurité, mais aussi la souveraineté nationale. Sinon, les pays n'auraient pas signé la charte. Donc, il y a les deux dans la charte. Donc, très vite, il y a ce débat, alors, notamment avec les pays arabo-musulmans, notamment. Ils disent, oui, mais ça, c'est l'histoire des croisades que vous nous rejouez. Il y a tout ce débat. D'autres disent, un peu érudits, d'ailleurs, vous êtes issus de la chrétienté, du monde catholique, catholicos, universel. Donc, tout ce que vous nous racontez sur les valeurs universelles, c'est votre projection. C'est vous qui vous projetez sur l'univers, c'est pas l'inverse. Donc ça, je l'ai entendu sans arrêt. Et comme je n'ai pas vécu dans un colloque permanent ou une disputation, une controverse de très haut niveau, on n'avait pas à trancher théoriquement, ni philosophiquement, ni théologiquement la question. Il fallait à un moment donné, par rapport à tel ou tel pays, où la France, indépendamment des relations commerciales avec les pays voisins ou entre pays européens, ça ne se pose pas, mais je parle des autres en fait. Donc la question se pose quand on a affaire à des pays qui sont très très loin de ce que nous définissons aujourd'hui comme démocratie, même si le contenu a évolué, et on veut faire pression, les encourager avec différentes écoles, comme quoi il faut menacer, convaincre, séduire, sermonner, sanctionner, éventuellement bombarder, bon, avec toute la gamme des approches occidentales. Et donc qu'est-ce qu'on fait à un moment donné ? Donc j'ai jamais été dans la situation où il fallait conclure un échange de ce type. C'est pour ça que ça me passionne. Et quand vous êtes un président, un ministre des Affaires étrangères, un responsable important, à un moment donné, vous faites d'accord ou pas. Vous acceptez ou non de parler avec tel ou tel interlocuteur. Rappelez-vous que quand Roosevelt et Churchill se sont alliés à Staline pour vaincre Hitler, Staline avait déjà tué plus de gens qu'Hitler. Et Mao Tse-tung, on félicite Kissinger pour avoir cassé l'alliance URSS-Chine et remplacé ça par une alliance États-Unis-Chine qui a duré un certain temps. Mao Tse-tung a tué encore plus de gens que Staline et Hitler. Donc on n'est jamais ni dans le noir et blanc sur ces sujets, ni dans la hiérarchie claire. Après, il y a l'histoire du processus. Donc dans certains dialogues, certains disaient oui, d'accord, on est d'accord en gros sur la démocratie, etc. Personne n'a envie d'être mis en prison arbitrairement pendant la magique, par rapport à ça. Mais laissez-nous du temps. Donc il y a le débat sur le temps. Et par rapport à Madeleine Albright, que j'aimais beaucoup, on n'était pas d'accord du tout, mais je l'aimais beaucoup, la secrétaire d'État de Bill Clinton, donc aux États-Unis, il y avait une discussion parce qu'elle était très impatiente, disons, d'utiliser la force occidentale pour imposer nos valeurs. Vous savez, les valeurs qui sont les nôtres, en un seul mot. Donc elle voulait l'imposer. Donc j'avais inventé, je croyais avoir inventé, en fait non. Je lui ai dit à un moment donné, écoute Madeleine, c'est pas possible. La démocratie, ce n'est pas du café instantané. En réalité, c'est Octavio Paz qui avait dit ça, longtemps avant.
J'avais dû le lire et j'avais oublié que c'était lui. Donc, débat sur les valeurs que vous prétendez universelles, que vous voulez nous imposer, elles le sont en partie, mais ce n'est pas à vous de le dire. Et vous n'allez pas nous les imposer comme vous avez imposé l'évangélisation avant. Donc laissez-nous progresser à notre propre rythme, notre propre chemin, même des pays qui ne progressaient sur rien du tout, d'ailleurs, je le disais. Bon. Et puis là, donc la question du rythme. Donc je l'ai vu sans arrêt. Donc on arrive, quand on est au pouvoir, il faut conclure quelque chose. Une fois qu'on a tranché la question préalable, avec qui on peut parler? Est-ce qu'on peut parler à tout le monde? En théorie, oui, en pragmatisme. En fait, non, ça dépend des conditions, du moment, etc., etc. On arrive à des arbitrages, et je n'ai pas connu de situation, j'ai vu que des mauvaises solutions, en fait. Donc au bout d'un moment, quand on est au pouvoir par rapport aux autres dans le monde réel, bourré de gens qui ne pensent pas comme nous, comme dit le titre d'un excellent livre d'un diplomate important, Bourg de Montagne, qui a travaillé avec moi, mais qui était le Sherpa de Chirac aussi, les autres ne pensent pas comme nous. Bon, alors on fait quoi? On les convertit. On a déjà essayé, ça a duré très longtemps. Mais après tout, les jésuites qu'on a envoyés en Chine pour convertir les Chinois, ils ont converti au maximum 1% de Chinois. Bon, le droit de l'homme, c'est la même chose. Donc on est dans des contradictions difficiles. Vous avez cité Hong Kong, par exemple. On parle avec n'importe quel Chinois. Là-dessus, même un Chinois plutôt qui chauffe sous Xi Jinping, qui voudrait une Chine un peu démocratique quand même malgré tout, il dit d'accord, mais Hong Kong, c'est une base militaire de la Grande-Bretagne pour faire les guerres de l'opium. C'est ça l'origine, parce que c'est un site extraordinaire sur le plan maritime. Donc ils ont resté là, pour faire les fameuses guerres de l'opium, parce que les Chinois, qui étaient des monstres protectionnistes, pour parler le langage de l'OMC aujourd'hui, refusaient d'acheter le très bon opium anglais que les Anglais avaient développé en Inde, après avoir ruiné l'industrie textile indienne, pour inonder le marché de produits anglais. Donc il y a une espèce d'engrenage qui est la caricature pour ce qu'on appelle le sud global aujourd'hui, même s'il est tout à fait hétéroclite, disons du cynisme ignoble des Occidentaux qui ont dissimulé, enveloppé leurs intérêts. Enfin, tous les pays cherchent leurs intérêts, mais nous on l'a accompagné d'un discours particulier. Donc j'étais confronté, je pourrais énumérer, mais ce serait lassant, énormément de cas. Et donc finalement, où est-ce qu'on met l'arbitrage aujourd'hui? J'accepte ou pas? On continue les relations ou pas? On les sanctionne ou pas? Or, pour le moment, quand on parle de sanctions internationales, ce sont les Occidentaux qui sanctionnent. Soit, ça va changer, mais soit les États-Unis, soit l'Europe. Ça, c'est le reliquat de l'idée qu'on est les maîtres du monde. Idée qui a ressurgi avec beaucoup de force quand l'Union soviétique s'est effondrée. Bon, mais ça va changer pas. Donc voilà, j'ai vécu, moi, un nombre incalculable de cas où on est plus ou moins content du résultat. Et après, je pose l'autre question qui est comment j'explique à la grande opinion, qui soit s'en fiche, soit irréaliste, ça dépend, mais à l'opinion, disons, j'ose pas dire les élites, parce que c'est pas vraiment un terme qui les décrit, mais les gens qui ont accès à la parole publique dans le débat. Vous voyez bien ce que je veux dire, information continue, etc. Donc j'ai pris des tas de solutions, des tas de décisions, des tas de contradictions, et on était plus ou moins contents, donc je pourrais faire une liste, les décisions qu'on a vraiment regrettées, et on était coincés. Les décisions qu'on a regrettées, on aurait peut-être pu faire autrement. Les cas où on s'est dit, bon, on s'en est pas mal sorti, et les autres. Et ça sera jamais tout à fait bien, ni tout à fait mal. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure est vrai aussi. Mais on n'entre pas dans le jeu de la même façon. Donc on peut à la fois écouter Francis Wolff et être convaincu. Donc en fait, il n'y a rien à redire en termes dialectiques à ce que vous avez dit. Et dire, oui, mais moi j'ai vécu dans un monde qui fonctionnait et qui faisait qu'on ne trouvait pas de réponse parfaite. Merci à tous les deux. On va s'attarder quelques instants pour les prochaines interventions sur la question des droits de l'homme et la prolonger avec le droit de l'hommisme. Et pour l'un et pour l'autre, on va reprendre une question que s'était posée Marcel Gauchet, à savoir, est-ce que les droits de l'homme peuvent fonder une politique, et éventuellement une politique étrangère? Ou bien les droits de l'homme sont-ils condamnés à être du droit de l'hommisme en ce sens qu'ils sont prosélytes, et dans ce cas-là, on est condamné à être rejeté par le monde entier.
Donc la question est pour Hubert Védrine, et c'est cette fois lui qui a la charge d'y répondre en premier. Alors il a commencé à le faire, mais il va poursuivre ses réflexions. Alors en réalité, je pourrais faire une présentation philosophique, mais c'est pas mon job ni ma formation, j'ai aucune réputation là-dessus, en faisant une défense absolue. Normalement, il n'y a pas de nuance possible sur les droits de l'homme. La seule nuance possible, c'est celle que mettait en avant parfois Robert Badinter, quand il disait on n'est pas la patrie des droits de l'homme, on est la patrie de la déclaration. C'est pas exactement la même chose. Ça veut dire qu'on n'a pas une baguette magique pour transformer la Russie en un gros Danemark. Alors, ce que j'ai vécu, moi, dans la période où j'étais au pouvoir, en fait, c'est avant la fin de l'URSS, mais après la fin de l'URSS, il y a l'idée du Fukuyama aux États-Unis que l'histoire est finie. On a gagné, c'est l'Occident. On a gagné la démocratie, les droits de l'homme, le libéralisme, de ce qui mène les choses, donc le libre-échange, etc. On a gagné, l'histoire est finie. Terminé. Il y a quelques pays complètement absurdes, récalcitrants, mais on va donc les forcer, mais c'est pas grave, la tendance est là. L'interprétation donnée par les États-Unis, c'est on est les numéro 1 à perpétuité. C'est l'époque que j'ai définie comme étant celle de l'hyperpuissance. Et la définition par les Européens, c'est merveilleux, parce qu'on entre dans la communauté internationale, et l'histoire est maintenant post-tragique, post-identitaire, post-traumatique, etc. C'est ce que j'appelle, en plaisantant, l'époque bijou d'ours, alors qu'en fait, on est dans le Jurassic Park. Bon. Donc c'est à ce moment-là qu'une partie des opinions en Occident, aux États-Unis, à travers ce qu'on appelle les néoconservateurs, très interventionnistes, mais chez nous, à travers l'utilisation de l'idéologie droit de l'homme, qui sont des valeurs incontestables, je rappelle, mais comment étant un élément d'intervention, de prosélytisme. D'où la question, est-ce que ça peut devenir un élément fondamental des politiques étrangères? Moi, j'ai toujours répondu, un élément, oui, le seul élément, non. C'est pas possible de mentir aux gens qui résultent d'élections démocratiques dans des gouvernements en disant que la France, puisqu'il s'agit de la France, va tenir une sorte de grosse ONG spécialisée, une sorte de Croix-Rouge en plus militant, qui va s'occuper que de ça. C'est pas vrai. Ça paraît formidable, on peut se faire applaudir à l'Assemblée ou ailleurs en disant ça, c'est pas vrai. Et on aboutit à des choses qui m'ont toujours choqué dans cette période, qui est des promesses intenables. Par exemple, l'Afghanistan, le monde entier, même les Russes et les Chinois, avaient trouvé normal que les Américains détruisent les talibans qui avaient abrité Al-Qaïda. Mais après, le fait de rester en Afghanistan, qui est un pays qui est en gros au XIVe siècle, pour les transporter dans le XXe, voire le XXIe, en faisant croire aux femmes afghanes qui vivent dans les conditions effroyables que vous connaissez, qu'on va rester et qu'on va transformer ce pays et imposer notre définition aujourd'hui de la démocratie, ça n'a pas toujours été le cas depuis le début, hein. C'est un mensonge, c'est pas tenable. On ne peut pas envoyer entre 50 et 100 000 soldats en Afghanistan pendant 20 ans, plus 150 000 instituteurs, plus ceci, plus cela. C'est pas vrai. Donc moi j'ai vécu des moments où le moralisme grandiloquent en bandoulière, comme ça pour porter les attaques, est un mensonge, c'est immoral. Alors j'ai toujours essayé de naviguer là-dessus, en disant, il y a des cas, oui, ok, on peut le faire, il y a des cas où on est utile, bon, et il y a des cas où on ne peut pas. Mais l'opinion, enfin la partie d'opinion qui s'exprimait dans ce que j'ai rappelé au début, considérait que c'était du cynisme, ça. Donc j'oublie d'abord, vous êtes des philosophes formidables, j'oublie la définition du cynisme, telle que c'était dans l'Antiquité grecque, mais en tout cas c'est un mauvais procès. Donc droit de l'homme, oui, mais on retombe un peu sur la même distinction, évidemment. Il faut l'appliquer d'abord chez nous pour commencer. Mais dès qu'on entre dans l'instrumentalisation, l'Occident a tellement menti là-dessus. On a tellement dit, d'ailleurs vous le rappeliez, M. Webb, tout à l'heure, on a tellement dit pour toutes les conquêtes, qu'on venait là pas du tout pour des raisons cupides ou disons d'obsession de conquête territoriale absurde. C'était toujours enveloppé. Et d'ailleurs, quand Jules Ferry disait dans le langage de l'époque, soyez pas choqués, les races supérieures, c'est-à-dire le peuple dans le langage de l'époque, ont le devoir de civiliser les races inférieures. Ça veut dire, on n'a pas le droit de rester égoïstement avec nos valeurs tellement supérieures. Il faut l'apporter aux autres. Donc moi j'ai vécu ça, et dans la longue période
la longue période où cette notion traduite par l'idée d'ingérence, vous vous rappelez, le droit d'ingérence, le devoir d'ingérence, dominait, c'est là où j'étais dans des fonctions de premier plan. Un jour, j'en ai parlé avec Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, un ami personnel en plus, et il me dit, tu sais, le discours français sur l'ingérence, ça ne passe pas du tout, ghanéen d'origine, pas du tout aux Nations Unies. Pourquoi? Parce que les pays sont plus attachés à la souveraineté qui est garantie dans la Charte des Nations Unies. Voilà. Donc on n'a pas le droit, sauf cas exceptionnel, chapitre 7, recours à la force légitime, etc. Bon, j'ai dit, mais on ne peut pas laisser, à l'époque moderne où les politiques sont sous la pression de l'opinion, d'une opinion assez militante, plus les réseaux sociaux, l'information continue, on ne peut pas ne rien faire. On ne peut pas dire on s'en fiche, c'est des affaires intérieures, on ferme les yeux. Puis il y a quand même le XXe siècle, qui était le siècle le plus monstrueux de l'histoire humaine connue. Donc il faut faire quelque chose. Et Kofi me dit oui, je suis tout à fait d'accord, il faut inventer quelque chose, mais comme les membres permanents, les 5 au Conseil de sécurité ont le droit de veto, d'ailleurs s'il n'y avait pas eu le droit de veto, il n'y a pas d'ONU. Hein. Si on le retirait, toutes les puissances sortent le lendemain. Ça c'est l'arrangement de Yalta, où il n'y avait aucun partage du monde, il y a eu des décisions sur le Conseil de sécurité. Donc c'est en discutant avec Kofi qu'au fil des années, c'est d'ailleurs pas moi qui ai conclu, c'est Dominique de Villepin pour la France, on est arrivé à l'idée de responsabilité de protéger. Donc c'est un petit progrès par rapport à la question posée. Est-ce qu'on prend en compte les droits de l'homme? Mais on retombe sur la même difficulté pour qu'on puisse mettre en œuvre la responsabilité de protéger, donc le fait qu'on puisse condamner et menacer un gouvernement qui maltraite son propre peuple. Il faut qu'il n'y ait aucun veto des 5 membres permanents. Et ça, on ne peut pas le changer. Il faut l'accord des 5 membres permanents pour modifier quoi que ce soit dans la Charte et dans les Nations Unies. Vous voyez? Donc j'ai vécu, je vais dire douloureusement, parce que là aussi, sur la mise en des droits, on serait absolument ravis, tous les dirigeants, sauf peut-être Poutine, tous les dirigeants seraient très contents d'appuyer sur un bouton, et que les droits de l'homme, peut-être qu'on les définit aujourd'hui en 2024, qui sont quand même 10 fois plus développés qu'il y a un siècle. Regardez un siècle ou 2 siècles, le vote des femmes, la peine de mort, tout ça. Bon, il y a eu plein de démocratie avant, par rapport à ça. Mais donc on voudrait appliquer les droits de l'homme version 2024. Et si on pouvait le faire du jour au lendemain, je connais aucun responsable qui le refuserait. Ils seraient tous très heureux. Ils réconcilieraient la nécessité de l'action publique, l'action internationale, l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Mais j'ai jamais connu cette situation. Et comme l'Europe essaie de parler sur ce ton-là, ça ne fonctionne pas tellement. Regardez la situation de l'Europe aujourd'hui, qui est quand même en perte de vitesse, quoi, qui est déclassée. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut synthétiser des conditions philosophiques, morales, éthiques, et ce que l'on fait réellement dans le monde tel qu'il est. Parce que là, ça nous renvoie au rapport de force. Donc ça nous renvoie, pas que militaire d'ailleurs, rapport de force économique. Vous voyez bien, vous lisez les choses sur l'Europe et les nouvelles technologies, le PIB, le décrochage foncé par l'Allemagne depuis 10 ou 20 ans. Donc voilà, c'est un autre exemple, je répète un peu notre échange d'avant, mais il faut l'illustrer comme ça, de contradictions difficiles à vivre, mais à un moment donné, on est obligé de prendre des décisions, pas simplement des positions. Face à cette situation, qu'est-ce que la philosophie peut apporter? Je n'ai jamais été en situation de prendre des décisions dont dépendait le sort du monde, et tout de même le sort de mes concitoyens. Donc évidemment, j'ai du mal à répondre exactement à Hubert Védrine en me plaçant sur son terrain que je ne connais pas et que, j'allais dire, c'est une dimension d'expérience que je n'ai pas la chance d'avoir connue. Je reprendrai quand même 2 points. Le premier point concerne les critiques des droits de l'homme auxquels il a été confronté. Et ce que l'on entend aujourd'hui, finalement, il n'a pas employé l'expression, mais je crois qu'il aurait pu, enfin, les fameux 2 poids 2 mesures. Les 2 poids 2 mesures, qui sont souvent dites par les pays, vous avez cité le Sud global qui, une grande partie d'entre eux, traînent les pieds pour
soutenir les pays européens et les États-Unis dans la guerre d'Ukraine, en disant oui, mais bon, au fond, 2 poids 2 mesures, et l'intervention américaine pendant la guerre en Irak, il n'y avait pas non plus de mandat de l'ONU, voilà, et donc on s'en fiche. J'ai beaucoup d'amis brésiliens, c'est un pays que je connais bien, dans lequel j'ai vécu, qui aujourd'hui m'interpellent en disant mais alors qu'est-ce que vous faites là, cette guerre, la guerre d'Ukraine ne nous concerne pas, pourquoi vous prenez parti voilà, d'un côté contre l'autre. Alors je comprends très bien les amis d'Amérique latine parce que ils sont un peu obsédés par l'époque où les États-Unis, je dirais même l'opération Condor en Amérique latine, qui, avec le soutien des États-Unis, qui a organisé les attentats contre toutes les personnalités démocratiques dans tous les pays d'Amérique latine et qui voilà, était à l'origine du coup d'État au Chili, etc. Donc l'idée que les États-Unis s'impliquent à ce point-là dans la guerre d'Ukraine fait que, eh bien, c'est une raison pour laquelle ils n'avons pas à nous préoccuper, et la question, au fond, dite des droits de l'homme ou de la démocratie, pour eux, n'est pas en jeu, car il y a toujours 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire que on met en cause, fait appel aux droits humains lorsque ça nous arrange, et non pas quand ça ne nous arrange pas. Alors, évidemment, on pourrait prendre beaucoup d'exemples. Vous pouvez l'exemple de la guerre d'Irak, on pourrait prendre... si on revient à la formulation des Nations Unies en 1945, la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a un argument qui est très fort contre cette idée de déclaration universelle, c'est qu'à la même époque ont commencé les guerres de la décolonisation, et où les puissances occidentales clamaient partout la déclaration des droits de l'homme et s'engageaient dans des longues guerres contre les peuples colonisés. C'était, comment dirais-je, le péché originel de cette déclaration universelle. Quant au fait que, en effet, Robert Badinter avait raison, nous ne sommes pas le pays des droits de l'homme, mais où ils ont été proclamés pour la première fois en 1789. Alors il y a un autre point que je voudrais quand même rappeler. C'est que la critique des droits de l'homme est une critique qui a été constante depuis le début du XIXe siècle, à droite comme à gauche. À droite, évidemment, les critiques de Burke, etc., contre le fait l'égalité de tous oubliait la hiérarchie naturelle entre les hommes, mais à gauche, Marx était très sévère pour l'idée de droits humains dans lesquels on mêle à la fois les exploiteurs et les exploités, et c'est des arguments qui reviennent aussi aujourd'hui à gauche, c'est-à-dire que les droits humains et leur prétendue universalité oublient qu'il y a, en effet, non plus, on ne dit plus exploiteurs et exploités, qu'il y a des dominants et des dominés, le patriarcat, le colonialisme, les victimes du racisme en France, et donc proclamer l'universalité des droits humains, c'est oublier les différences fondamentales et les inégalités fondamentales, et du fait que, fondamentalement, comme disait Sartre lui-même, je ne vois pas d'hommes, je vois des bourgeois, des prolétaires, des exploitants, des exploiteurs, des exploités, etc. Donc, c'est une critique qui a été constante. Il y a une autre critique qui vient de la part des peuples, disons, par exemple, des peuples africains, à propos des droits humains, c'est que ces droits dits de l'homme, ou on préfère dire aujourd'hui les droits humains parce qu'il y a l'ambiguïté du mot homme, ont été déclarés depuis le début, c'est-à-dire depuis 1789, dans un vocabulaire très particulier, qui est le vocabulaire, disons, individualiste du XVIIIe siècle. C'était lié
à une certaine philosophie libérale de l'individu absolument libre de ses choix et la conception d'une société dans laquelle les individus entrent en société pour collaborer, échanger, faire du commerce ou s'opposer les uns avec les autres. Conception qui, dit-on, à juste titre, n'est probablement pas celle de tous les peuples du monde entier, dont les cultures, dont les traditions ne sont pas prêts à embrasser le présupposé philosophique des droits humains, c'est-à-dire l'individualisme libéral. Alors, que répondre à cela, et je crois que la critique est justifiée, eh bien, c'est que ces droits humains proclamés par la charte de l'ONU, elle a été traduite dans des chartes régionales, la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention interaméricaine des droits de l'homme. Quant à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a été adoptée à Nairobi en 1981, elle a été rédigée en effet en s'inspirant de la Déclaration universelle des droits humains, mais aussi la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Et, je cite, en tenant compte des vertus des peuples africains, de leur tradition historique et des valeurs de la civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leur réflexion sur la conception des droits de l'homme et des peuples. Préambule de la charte. C'est pour cela qu'elle évoque aussi non seulement les libertés individuelles, mais les devoirs des personnes envers la famille et la société. Donc, il ne s'agit pas, comment dirais-je, d'imposer la philosophie qui sous-tend les droits de l'homme avec la politique libérale, voire ultralibérale, à laquelle on l'associe à tous les peuples du monde. C'est d'ailleurs pour cela que, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis d'une autre manière, les droits de l'homme n'ont rien perdu de leur pouvoir libérateur ou émancipateur. Je crois que partout dans le monde, il y a des êtres humains qui luttent contre toutes ces traditions qui sont inscrites dans des cultures, la plupart du temps, il faut bien le dire, patriarcales, les crimes d'honneur, le massacre des intouchables, l'amputation des voleurs, le suicide forcé des veuves, le travail des enfants, l'excision des fillettes ou leur mariage forcé à l'âge de 8 ans. Alors, les droits de l'homme, ça signifie aujourd'hui de plus en plus l'égalité des hommes et des femmes. Et s'il y a peu de pays qui reconnaissent cela, je répète ce que j'ai dit en commençant, c'est que ça ne correspond peut-être pas à l'aspiration générale des populations parce que on ne demande rarement l'avis aux femmes de ces pays. Alors, il y a un autre point que je voudrais souligner un petit peu dans la même veine que Bédrine à l'instant. Le Conseil de sécurité est impuissant, on le voit face aux deux grands conflits auxquels nous sommes le plus près. Droit de veto d'un côté des États-Unis lorsqu'il s'agit de Gaza, droit de veto russe lorsqu'il s'agit de l'Ukraine. Paralysie du Conseil de sécurité, donc vanité de l'organisation des États-Unis. Donc, il n'y a pas de sens à défendre quelque chose qui serait, au fond, devrait être reconnu universellement, puisque tous ces pays ont voté la Charte universelle des droits de l'homme, puisque, de toute façon, l'ONU est paralysée. Mais les Nations Unies, ce n'est pas simplement le Conseil de sécurité. Les Nations Unies, c'est aussi, je crois, les agences. Et le travail extraordinaire des agences internationales, que ce soit l'UNICEF, que serait l'éducation dans le monde s'il n'y avait pas l'UNICEF, que serait la question de le travail extraordinaire qu'a pu faire l'OMS, qui a quand même réussi à éradiquer la variole. On l'oublie aujourd'hui, c'est une des grandes victoires de l'OMS. Bref, il y a énormément d'agences, celles qui luttent aussi pour le développement, le PNUD. Toutes ces agences de l'ONU militent concrètement, au jour le jour, pour la défense des droits humains, même si
à l'échelle politique, à l'échelle des relations internationales, la défense des droits humains est impuissante au niveau des peuples, et je dirais un petit peu ce que j'ai dit au début, tout dépend à quel niveau on se place. Au niveau intergouvernemental, bien entendu, tout cela nous donne l'impression d'une très grande impuissance de la communauté internationale, si telle chose existe. Mais quand on regarde au niveau populaire, au niveau des agences, il faut saluer le travail extraordinaire que font ces agences, et je ne parle pas des ONG, je parle des agences de l'ONU, pour défendre à la base, n'est-ce pas, les droits humains tels qu'ils se posent au jour le jour pour les peuples du monde. Berry, vous voulez répondre directement à Francis Wolf avant qu'on pose la troisième question? Je vais dire quelques mots rapides, mais j'ai pas de... c'est pas en contradiction. Je suis d'ailleurs embarrassé si on recherchait un affrontement sur Terre. Une fois de plus, je suis... Non seulement je suis assez d'accord, mais je vais surenchérir sur un point. Le 2 poids, 2 mesures, c'est évident. Mais il y a 10 poids, 10 mesures. Et ce n'est pas que les Occidentaux. Qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. C'est évident que, vous avez cité Gaza, chaque fois qu'il y a une même minuscule critique sur Israël, les États-Unis mettent le veto. Hein. Parce que pour les Américains, les Israéliens sont des Américains et les autres sont des peaux rouges, si on veut dire. Un veto. Du côté russe, c'est systématique. Donc on peut dire 2 poids, 2 mesures. C'est pas depuis un an. Hein. C'est aussi vieux que les relations contemporaines. Mais les pays du Sud font exactement la même chose. Il n'y a pas un seul pays du Sud qui s'indigne de la même façon que son voisin. Ce qui indigne les Chinois n'est pas du tout ce qui indigne les Indiens. Idem en Afrique. Donc le 2 poids 2 mesures qui est en général une critique ciblée sur les Occidentaux parce qu'ils ont dominé le monde, parce qu'ils ont un discours cyniquement moraliste, qui alors c'est pas vrai. Bon, ça s'applique à n'importe quelle autre puissance. Vous voyez, j'en rajoute même sur le commentaire sur 2 poids 2 mesures. Mais j'ajoute je reviens au dilemme des gens qui ont à choisir. On voudrait dans l'idéal ne pas avoir de rapport avec des tas de régimes répugnants, sur plein de plans. Vous avez cité toute une liste d'atteintes aux personnes qui sont insupportables en fait. Mais malheureusement, il y a énormément d'énergie dans ces pays. Et un des grands drames géologiques du monde, c'est que tout le pétrole n'est pas en Suisse. Donc, il y a plein de pétrole, de gaz, de trucs, d'uranium dans plein d'autres endroits. Et tant qu'on n'a pas inventé la fusion nucléaire qui réglerait tout ça, peut-être, mon cousin est un scientifique expérimenté, on est obligé d'aller chercher l'énergie là où elle est. Sauf si les gens arrêtaient de vouloir avoir de l'énergie. Mais un des écologistes connus, Jean Covici aujourd'hui, il a calculé que grâce aux moteurs innombrables dont on se sert, chacun d'entre nous l'équivalent de 300 esclaves à sa disposition. C'est d'ailleurs l'invention du moteur qui a permis de mettre fin à l'esclavage, par ailleurs. Bon. Donc, quand on a réglé ces choses-là, c'est évident qu'on est obligé de négocier des contrats le moins cher possible à long terme avec des pays dont on souhaiterait que les gouvernements disparaissent. Alors, les gens qui font simplement des commentaires, des critiques, disent c'est pas possible, c'est inacceptable. Bon. Mais les gens qui doivent prendre des décisions sont obligés de prendre ce genre de décisions. Alors, moi, je crois que ça va évoluer. Mais peut-être il y a encore une intervention de conclusion après, parce que j'ai une idée plus générale que je développerai peut-être après. Il reste un autre thème, je crois. Effectivement. Je le garde pour après. Une dernière question qui consistera à repartir du constat d'Alexandre au début de ce débat. Alexandre, vous avez dit jamais l'humanité, jamais nous n'avons eu conscience de faire partie de la même humanité. Les virus circulent, les préoccupations écologiques que vous mentionnez semblent être partagées. Est-ce que vous validez ce constat? Est-ce que cette mondialisation pour vous, elle est réelle? Est-ce qu'elle progresse? Est-ce qu'elle régresse? Quel est votre diagnostic? Et la même question sera posée à Francis Wolf dans des termes peut-être plus philosophiques, parce que ce sentiment de se sentir
citoyen du monde porte un terme philosophique qui est le cosmopolitisme. Et donc on la formulera ensuite dans ces termes-là. Mais que répondez-vous, vous, à cette question? Ben, ça tombe bien parce que c'est exactement ce que je voulais dire et que j'ai reporté à la réponse suivante qui va venir maintenant. Je crois qu'on aura beaucoup de mal, nous les Occidentaux, en dépit de nos différences considérables, à convaincre les autres que, en effet, nos valeurs, les valeurs qu'on a exprimées, formulées, pour reprendre les distinctions, à un moment donné, sont objectivement universelles et qu'elles ne sont pas plus occidentales, qu'elles seraient japonaises ou autres. On aura vraiment du mal parce qu'il y a un passé qui est très présent. Il y a toute une partie du Sud qui nous dit qu'il veut prendre sa revanche, mais comme dans le sport. Vous devez diriger, maintenant c'est vous, chacun son tour. Il y a une partie qui veut se venger aussi. Surtout les pays dont les gouvernements sont nuls, ils n'y arrivent pas, donc ils ont besoin de boucs émissaires. Donc on aura beaucoup de mal par rapport à ça. C'est quand même le fameux passé qui passe pas, c'est plutôt celui-là. D'autant que ça a duré des siècles. Même si on arrive à avoir cet échange avec quelques élites qui veulent regarder vers l'avenir, etc. En revanche, il me semble qu'au-delà de la charte, qui est magnifique, je conseille à ceux qui l'ont pas lu récemment de relire notamment le préambule qui est magnifique, la Charte des Nations Unies. Au-delà de la charte, qui est quand même marquée par l'histoire, quoi qu'on fasse, et quelque chose d'excellence de nos intentions, la seule chose qui va réunir, je crois, les peuples du monde, c'est la question de la survie. La survie. Là, je vous parle d'écologie. Et moi, je ne suis pas du tout écologiste. Je pense que d'ailleurs, aucun parti écologiste, entre guillemets, n'a la bonne solution à rien, mais c'est pour des faux pas. Je ne fais pas de politique, donc je ne mélange pas. Mais tous les grands scientifiques que j'ai vus défiler à l'Élysée pour saluer un président ou un autre étaient écologistes il y a déjà 30 ans, 40 ans. Aucun n'était dans un parti écologiste. Donc je suis sensible à ça depuis très longtemps. Je n'aime pas la formule « sauver la planète », parce que la question, c'est pas la planète, c'est la vie sur la planète. Si vous avez une planète après que des insectes, c'est qu'on a raté notre truc. Bon. Donc il me semble qu'il y a quand même une prise, après un très long déni, puis les rangs scientifiques, bon, abyssal, très très long déni, puis c'est tellement compliqué, ça paraît tellement inatteignable. Il me semble qu'on est dans un processus maintenant dans lequel il y a une prise de conscience qui s'accélère dans les pays qui posent le moins de problèmes, c'est les pays européens, mais quand même dans les pays les plus récalcitrants. Regardez, même à Abu Dhabi, la COP28 était dirigée par un homme brillant par ailleurs, mais qui dirige le fonds d'investissement d'Abu Dhabi. Bon, les gens disent c'est un choix absurde. Non, ce n'est pas un choix absurde. Parce que c'est en faisant changer les mastodontes, soit les pays, soit les entreprises, qu'on va entrer dans un processus que j'appelle moi d'écologisation, pour lui montrer que c'est un processus. Il n'y a pas les bons, les méchants, il y a un processus. Comme on disait autrefois, industrialisation. Et donc c'est un débat sur le rythme. C'est pas étonnant que les agriculteurs aient sorti les tracteurs parce qu'ils vivent dans des conditions impossibles. Donc il fallait y penser longtemps à l'avance, il y avait une préparation, une pédagogie, etc. Donc débat sur le rythme, qui va accompagner la vie des gens les plus jeunes dans cette salle, tout le temps, par rapport à ça. Pourquoi je dis ça? Parce que, au-delà du débat, en disant qu'il y a des principes vraiment universels, pas forcément reconnus comme tels, parce qu'on est marqué par ce que nous sommes, à mon avis, on arrivera à un stade où tout ça va être aspiré par le haut, synthétisé, et j'imagine assez bien un moment d'une nouvelle charte dans laquelle on reprendrait tout ce qui était formulé, magnifiquement, pas mis en œuvre, mais formulé, et le reste. C'est-à-dire qu'on se bat dans une course de vitesse entre la détérioration des conditions de vie sur la planète et d'autre part l'écologisation. Et c'est pas contre les principes, les valeurs universelles d'avant. J'essaie de les surmonter, de les surplomber, de les couronner. Alors ça paraît, moi qui suis l'incarnation du réalisme, me dit-on, ça paraît très, très optimiste, très utopiste, mais si la panique qui va se développer, regardez les histoires de chaleur, de climat, d'incendie, tout ça, si la panique est canalisée vers des solutions, plutôt que vers la demande d'une dictature écologique qui va apparaître dans 10 ans, partout, si c'est canalisé dans des solutions, dans des réflexions, on ne va pas rejeter l'extraordinaire héritage qui vient des Lumières et après, mais on va les synthétiser. Je voulais émettre cette note d'espoir possible. Mais bon, ça peut tourner plus mal, évidemment.
Francis, vous qui... Alors, bon, je suis d'accord. En tout cas, et sur beaucoup plus d'ailleurs, c'est que les problèmes sont aujourd'hui globaux. En tout cas, une grande partie des problèmes. J'en citerai deux. Crise climatique, c'est évidemment un problème global qui interroge l'humanité comme telle. Je dis bien l'humanité plus que le vivant. Je pense surtout à l'humanité à venir. Bon, il y a, à part ça, les espèces, certaines vont disparaître, d'autres vont proliférer, mais les autres espèces ont cette différence avec l'espèce humaine, c'est que le fait qu'elles vont disparaître, elles s'en fichent. L'humanité, si elle disparaît, nous ne pouvons pas nous en ficher parce que nous vivons non seulement au présent, mais nous vivons aussi au passé de notre histoire et dans l'avenir que nous projetons sur nos enfants, nos petits-enfants et sur l'humanité à venir. L'humanité n'est pas seulement présente pour nous, elle est aussi à venir. Et c'est en effet elle qui m'inquiète, comme l'inquiète Hubert Védrine. Et je citerai un autre problème global qui est la pandémie. On l'oublie trop souvent. Enfin, on l'oublie. C'est comme si c'était quelque chose du passé. Mais c'est évidemment aussi à venir. Des pandémies comme cela, il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas encore d'autres. Et que nous ayons pu être sauvés, non pas grâce à l'Occident, mais grâce à une valeur universelle qui est le progrès scientifique, est quelque chose dont on n'a pas assez souligné l'importance. Alors maintenant, parlons de la question mondialisation, cosmopolitisation. Alors, la mondialisation a eu longtemps, comment dirais-je, le vent en poupe. Elle est moins bien vue aujourd'hui, il y a un retour général du souverainisme et du protectionnisme, mais il ne faut pas oublier qu'elle a sorti des dizaines de millions d'hommes de la misère la plus noire, notamment dans les pays asiatiques, et elle a aussi condamné au chômage ou à la précarité une partie des classes populaires, des classes moyennes en Europe, développant les inégalités. C'est la face sombre. Mais parallèlement à cette mondialisation économique et financière, il y a eu ce que j'appelle, il y a encore, qui est, elle, la mondialisation, en quelque sorte verticale, il y a ce que j'appelle une cosmopolitisation du monde, qui, elle, est horizontale, cosmopolitisation des rapports humains, qui est à la fois sa contrepartie et son opposé de la mondialisation. Alors, qu'est-ce que j'appelle cette cosmopolitisation? Cosmopolite, ça a plusieurs sens. Ça a trois sens pour moi, correspondant à trois types d'éthique. Cosmopolite à la première personne, ça c'est une sorte d'art de vivre défini par Diogène dans l'Antiquité. Je suis un citoyen du monde, ça signifie je ne suis pas un citoyen de Sinope. C'est une façon de se sentir partout, partout de la même façon dans le monde et ne se sentir pas attiré particulièrement par les appels des différents ou d'un unique nationalisme. À la deuxième personne, eh bien, c'est le cosmopolitisme, c'est l'éthique généreuse, fraternelle, accueil des réfugiés, compassion pour les migrants, hospitalité illimitée vis-à-vis des étrangers, etc. Ça, c'est bien connu. Celle qui m'intéresse, c'est le troisième sens, c'est ce que j'appelle une éthique de la troisième personne. Le cosmopolitisme tel que je le défends, c'est l'idée de justice globale. Autrement dit, ça repose sur un principe très simple, puisqu'il est, chacun le reconnaît, injuste de discriminer les êtres humains selon leur naissance, il devrait être injuste de les discriminer selon leur lieu de naissance. Et par conséquent, qu'on naisse de tel ou tel côté de la Méditerranée ou de tel ou tel côté de la frontière. Alors évidemment, vous allez me dire, ah, c'est l'utopie par excellence. Oui, c'est une utopie. C'est une utopie et on est bien payé, si je puis dire, au XXIe siècle pour regretter les plus utopies du XXe siècle qui ont été désastreuses et qui ont mené l'humanité au bord du gouffre. De grandes utopies du XXe siècle ont été catastrophiques. Mais il y a de bonnes utopies.
La démocratie, par exemple, est une bonne utopie. C'est une utopie, puisque, évidemment, c'est l'idée que le pouvoir doit se confondre avec la communauté sur laquelle il s'exerce. C'est évidemment utopique. On n'a jamais connu cela. Et on ne connaîtra jamais cela. Voilà l'exemple d'utopie. C'est pas pour cela qu'il faut, c'est pas parce que c'est utopique qu'il ne faut pas en permanence s'efforcer de le viser comme un idéal. Je prendrai un exemple d'une utopie, elle, cosmopolite, l'Union européenne. Je veux dire, c'est pas une utopie, c'est une réalité. Oui, mais en 1945, c'était la plus impossible des finalités, n'est-ce pas? L'Europe était divisée, exsangue, sortait de 2 guerres mondiales absolument désastreuses, et imaginait à partir de là, non seulement une réconciliation, mais une union européenne est quelque chose qui paraissait parfaitement utopique. Alors, quels sont les autres exemples de ce que j'appelle la cosmopolitisation que je pense que nous devons encourager, développer? Je prendrai quelques exemples. Il y a une cosmopolitisation du monde, par exemple, dans le droit. L'idée de droit cosmopolite, ou cosmopolitique, a été inventée par Kant à la fin du XVIIIe siècle. Ça a donné la Cour pénale internationale. Alors évidemment, on peut toujours se plaindre du fait qu'elle a peu de pouvoir, même s'il y a des tribunaux pénaux régionaux. Mais le fait que, par exemple, il n'y ait plus de lieu sûr, il ne puisse plus y avoir de lieu sûr de refuge pour certains dictateurs, est quand même un progrès juridique. 2 autres aspects de la cosmopolitisation du juridique, ce qu'on appelle le dialogue des juges et la délocalisation judiciaire. Qu'est-ce que c'est que le dialogue des juges? C'est le fait que les juges peuvent désormais, et recourent d'ailleurs de plus en plus, dans leurs attendus, à des décisions étrangères pour appuyer leurs propres arrêts. Il y a un arrêt qui est très célèbre, en 2003, de la Cour suprême des États-Unis, qui s'est appuyé sur la Cour européenne des droits humains pour invalider, en 2003, une loi américaine condamnant l'homosexualité, alors même que sa propre jurisprudence allait en sens inverse. Voilà. Selon la délocalisation judiciaire, eh bien, il est possible à une juridiction de se déplacer dans une autre au nom de la compétence universelle des juges. Il y a un cas célèbre, là encore, en 1998, le général Pinochet, accusé de génocide, de torture, de terrorisme international et d'enlèvement, a été arrêté en Angleterre en application d'un mandat international émis par un juge espagnol. Et depuis, comme vous savez, depuis le 17 mars 2023, eh bien, Vladimir Poutine est accusé de crimes de guerre, de déportation illégale de population, d'enfants, et de crimes de guerre de transfert illégal d'enfants de certaines zones occupées d'Ukraine vers la Fédération de Russie. Alors, dans tous les pays qui ont signé pour la Cour pénale internationale, il ne peut pas se rendre. C'est quand même quelque chose dont il faut tenir compte. Alors, quand je parle de la cosmopolitisation du monde, et je reviens à l'exemple que prenait à l'instant Hubert Védrine, il parlait de la crise climatique. Mais comment savons-nous qu'il y a une crise climatique? Parce qu'il y a une organisation parfaitement cosmopolite qui nous le dit. C'est le GIEC. Le GIEC, pour moi, est citoyen du monde. Voilà, doublement, parce que c'est un ensemble de scientifiques du monde entier, quel que soit le pays auquel ils appartiennent, qui pratiquent déjà une science qui repose sur les principes universels dont j'ai parlé, les principes épistémiques universels, et qui informent les politiques qui font des rapports pour dire non seulement quelle est l'aggravation de la crise climatique, mais en recommandant de façon très précise les mesures à prendre. Le GIEC est l'exemple de la cosmopolitisation du monde. Alors on dit, oui, c'est la faute du progrès technique, industriel, etc. Mais félicitons-nous qu'il y ait un progrès scientifique qui nous permet de le savoir, la crise climatique, sans laquelle nous ne le saurions même pas que la crise climatique ou que cette crise climatique a des causes qu'on appelle anthropiques. Voilà donc quelques exemples
de la cosmopolitisation du monde. Alors, une objection évidente, et qu'on nous fait parfois quand on dit « Ah, cosmopolite, ah, bah oui, bah... » Au fond, vous niez la diversité culturelle, il y a une diversité culturelle telle que vous voulez mettre tout sur le même plan. En fait, la cosmopolitisation, qu'est-ce que c'est sinon la marchandisation du monde et une culture globish, n'est-ce pas, avec une espèce d'anglais approximatif pour tous, et c'est Disney World qui remplace le Mahabharata ou Sophocle. Pas du tout. Pas du tout. C'est exactement le contraire. En quoi les nations et les nationalismes seraient-ils un meilleur garant de la diversité culturelle? Faut-il rappeler que la défense des langues régionales, ce n'est pas un produit de la nation, c'est un produit de l'Union européenne. Sans cette cosmopolitisation à l'échelle de l'Europe, n'est-ce pas, les Bretons ne pourraient pas continuer d'apprendre le breton ou les Basques le basque. Voilà un exemple qui montre que c'est au fond, en se plaçant à un niveau supérieur, par exemple, c'est mon souhait, mais c'est pas engager le débat là-dessus immédiatement, c'est-à-dire un niveau fédéral européen, n'est-ce pas, que les questions régionales et que les questions de diversité culturelle pourront être défendues. La cosmopolitisation, c'est exactement l'inverse de ce point de vue-là de la globalisation. Il ne doit pas y avoir de globalisation culturelle, et le meilleur moyen de s'y opposer, n'est-ce pas, c'est de reconnaître aussi les traditions locales, régionales, nationales ou fédérales. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, il y a, selon d'ailleurs un principe bien reconnu dans l'Union européenne, qu'on appelle le principe de subsidiarité. Ce qui est posé à un niveau local ne doit être transporté à un niveau supérieur que lorsque le niveau inférieur ne pourrait pas le faire aussi bien. Alors voilà quelques exemples d'une cosmopolitisation qui va dans le bon sens et qui va d'une certaine manière à l'inverse de la face sombre de la mondialisation. Et de cela, j'ai pris l'exemple du GIEC, j'aurais pu prendre beaucoup d'autres exemples, nous avons de plus en plus besoin à mesure que les crises globales nous menacent. Vous voulez répondre un mot? Eh ben, au début, j'avais le sentiment qu'on avait enfin trouvé des points de désaccord pour stimuler l'échange. Mais c'est même pas sûr, en fait. C'est même pas globalement. Enfin, d'abord, je suis très intéressé par votre définition du cosmopolitisme, enfin vos trois définitions. J'adore le 1, mais c'est de la nostalgie, vous êtes dans le 3. Ça mérite réflexion tel que vous le présentez à la fin. On ne peut pas être contre, mais j'ai soit des nuances, soit un point de vue complémentaire différent. Alors, j'en citerai 2-3, mais je terminerai par le point où on est encore d'accord. Bon. Le premier point, c'est que les Américains ont joué un rôle considérable dans la construction de l'Union européenne. Et quand on étudie maintenant les archives du plan Marshall, accessibles maintenant, on voit que dès la fin de la guerre, enfin avant la fin de la guerre, ils réfléchissent à la suite. Il faudra aider l'Europe à se reconstruire. Et si on y arrive bien, on n'aura pas besoin d'alliances militaires qu'ils vont nous demander. C'est très intéressant ça dans les archives. Mais leur problème numéro 1, c'est comment faire avaler aux Français, après les 2 guerres mondiales, qu'il faut quand même aider l'Allemagne à se reconstruire. Et c'est leur problème numéro 1 autour de Roosevelt, puis de Truman. Alors, ils font le plan Marshall, qui est intéressant parce que c'est rare qu'une puissance dominante ait une vision aussi intelligente des intérêts globaux du monde. Ça arrive très rarement. C'est un peu le cas là. Ils font le plan Marshall, mais ça ne suffit pas. Alors Staline l'empêche parce qu'il veut garder la mainmise sur l'Europe de l'Est. Et ça ne suffit pas parce que les Européens terrorisés par l'avancée de Staline demandent aux États-Unis une protection militaire. Les États-Unis commencent par répondre non, parce que le Sénat est isolationniste. C'est Truman qui arbitre. Il y a l'alliance.
Ça ne suffit pas parce que, à l'époque de l'Alliance, donc en 1949, comme le disait le général de Gaulle à l'époque et RPF, il faut faire attention parce que l'armée rouge est à 2 étapes de Paris du Tour de France. Ils ne sont pas loin, c'est dangereux. Les Européens supplient les Américains de revenir tout de suite. Ils disent non, puis finalement, ils disent oui. Ils disent mais il y a eu 2 guerres mondiales déclenchées en Europe, ça suffit comme ça. Si on revient, on contrôle tout. Oui, très bien, merci beaucoup, venez. Donc ils viennent, c'est l'OTAN, le haut de l'OTAN, l'organisation du traité, mais qui n'arrive qu'après quelques années, dirigée par le général Eisenhower, qui est à côté de Paris, à Rocancourt, et qui a comme résidence une jolie villa à Marne-la-Coquette, pas loin de la villa qu'occupera longtemps après Johnny Hallyday, mais c'est un autre sujet, ça. En tout cas, c'est pour rappeler le rôle méconnu, à travers des lectures trop schématiques, trop politiques, du rôle des États-Unis à l'époque. Alors, les États-Unis se heurtent au fait que la France ne veut pas de réarmement allemand. À un moment donné, pour tourner la question française, suggérée par Jean Monnet, ils inventent la communauté européenne de défense, qui n'est pas tellement européenne, en fait, ça fonctionne sur le Pentagone, et c'est une idée américaine. Et ça ne marche pas parce que le Parlement français dit non, finalement. Les Américains s'énervent, ils disent on ne peut pas protéger l'Europe de l'Ouest face à l'URSS si on n'a pas l'Allemagne dans le système. Donc ils passent outre, ils mettent l'Allemagne dans l'OTAN, et bon, la France s'adapte à ça. Donc il y a une histoire sur il y a une histoire qui n'est pas le contraire de ce que vous disiez sur ce qui a pu inspirer les concepteurs à l'origine de l'idée européenne. C'est magnifique, mais il faut additionner les 2 choses. D'autre part, en matière de migration, avant d'arriver à ce que vous décrivez, qui est un objectif presque philosophique et moral, je pense que compte tenu des chiffres précis, en Europe, en Afrique et ailleurs, il faut passer par une phase de meilleure organisation. Et à cet égard, je me retrouve dans ce que fait maintenant la gauche scandinave, après avoir fait l'inverse pendant très longtemps. Donc, je pense qu'il faut très bien organiser, négocier, réguler, négocier avec les pays de départ et de transit, des quotas par métier, jusqu'à ce qu'on puisse dépasser cette phase transitoire d'organisation. Parce qu'on ne peut pas faire trop, on a besoin d'énormément de gens, il faut que des gens qui puissent à l'arrivée s'intégrer, vouloir s'intégrer, donc on tombe sur l'islamisme qui est une question. En tout cas, je crois qu'on ne peut pas échapper à une longue phase intermédiaire d'organisation. Naturellement, je parle de l'immigration. Le droit d'asile doit être préservé, mais concentré sur les gens qui relèvent de l'asile. Il faut protéger les gens en difficulté, en danger. Ce qui n'est pas du tout le cas, parce qu'aujourd'hui, la politique en Europe est faite par les passeurs, en gros. Mais on peut arriver à ce que vous décrivez, mais je le vois plutôt comme un objectif. Alors que je vois 10-15 ans entre les deux, en reprenant ça, ce que je viens de dire. Juste un mot sur subsidiarité que vous avez cité. C'est le mot qu'employait Jacques Delors pour contenir ses troupes. Parce que ça voulait dire, en effet, on ne fait au niveau européen que ce qu'on ne peut pas faire en dessous. Mais la Commission est remplie de gens qui voulaient absolument réglementer la paille des carottes et des choses comme ça. Donc Delors les contenait. Mais Delors, c'est le contraire exact d'un technocrate européen. Donc il y a plein de choses qui se passent dans le rejet de l'Europe aujourd'hui qui n'auraient pas eu lieu avec Delors, compte tenu de son origine, de son parcours, de sa sensibilité, sa vie syndicale. Et je terminerai sur oui, il y a quelques nuances. Je terminerai sur le point où on est le plus en accord. Vous avez raison sur le GIEC. Bien sûr, c'est un organisme international. Vous pouvez dire que je populite votre définition numéro 3, là, en effet. Mais j'ajoute que la COP va devenir, à mon avis, compte tenu de la montée des tensions, des contradictions, des inquiétudes, de la panique, je crois que ça va devenir progressivement le rendez-vous annuel le plus important. En tout cas, le plus dramatique, au sens théâtral. Plus que l'Assemblée Générale des Nations Unies. D'abord, les nations ne sont pas unies pour commencer, mais enfin, c'est bien qu'il y ait un cadre général où tout le monde se rencontre et discute, très bien. Mais ça finira par plus important que le G20, le G7, les réunions des BRICS. Ça va devenir progressivement l'endroit où les choses ne se décident pas. Ce n'est pas un organisme avec pouvoir qui peut décider, mais à un moment paroxysmique. Il y en a une tous les ans sur le climat, une tous les 2 ans sur la biodiversité. Un jour, il y en aura une tous les ans pour la biodiversité, parce que ce sont les 2 aspects du même sujet. Là, que je rejoins complètement sur l'éloge du GIEC.
Alors, je cherche moi aussi des sujets de désaccord. Je vais en trouver un dans 2 minutes en forçant un peu la note. Mais auparavant, je voudrais reparler du problème migratoire dont on pourrait parler pendant longtemps. Alors, cosmopolitisme en général, c'est lié à l'idée qu'il faudrait ouvrir les frontières. C'est évidemment non seulement utopique, mais c'est évidemment éminemment dangereux de le faire. En revanche, que dirait le cosmopolite face aux crises migratoires? Il dirait 2 choses. Il dirait premièrement, ce que j'ai écrit ici, il ne s'agit pas donc d'abattre les frontières pour permettre à tous les habitants de la planète d'accéder aux régions les plus favorisées, mais de leur permettre, quelle que soit la région où ils habitent, d'accéder aux biens primaires et aux libertés fondamentales, là où ils sont. Et on ne se libérera, entre guillemets, de la pression migratoire qu'à 2 conditions. À condition que, 1, il y ait une véritable aide au développement vis-à-vis des pays sur lesquels il y a une pression migratoire. Et deuxièmement, ce qu'on oublie souvent, c'est que les personnes qui émigrent, et je ne parle pas là encore une fois du droit d'asile, mais ce sont en général les élites de ces pays, en tout cas ceux qui arrivent jusqu'en Europe, qui ne sont pas bloqués plus tôt, qui vont en général, ceux qui migrent, les plus défavorisés, migrent dans le pays à côté pour se réfugier. Eh bien, si il y avait de l'espoir dans leur propre pays, et il n'y aura crise migratoire, ce sera le jour où ces gens-là auront des espoirs dans leur propre pays, à condition peut-être, alors peut-être qu'on va trouver un motif de désaccord, si on cessait de soutenir parfois les régimes qui les oppriment ou dont ils ont envie de fuir, n'est-ce pas, ils auraient peut-être, s'ils retrouvaient de l'espoir, eh bien, les élites de ces pays n'émigreraient pas. Donc il y a ces 2 conditions, je crois, qu'on oublie souvent, plutôt qu'à renforcer les contrôles aux frontières. Alors maintenant, il y a un point, peut-être sur lequel nous serions d'accord, peut-être que nous ne le serions pas. Dans toute définition, dans mes 3 définitions du cosmopolitisme, il y a une critique qui est nécessaire, c'est celle de l'idée de nation. Alors, je ne voudrais pas vous obliger à défendre la nation, vous la reviendrez, mais vous êtes bien obligé, puisque vous l'avez servi, et vous l'avez bien servi, et sous 2, j'allais dire 2 régimes, non, un même régime, mais 2 présidences, disons, différentes. Alors, je pense que la nation n'est pas éternelle. Je pense qu'il y a eu des cités-États, je pense qu'il y a eu des empires, qu'il y a par le monde des fédérations, et que, au fond, la nation est quelque chose d'éphémère, et je crois que la nation est faite pour être dépassée. Alors, y a-t-il une nation arabe? Nul n'y croit plus. Y a-t-il une nation juive? On voit bien à quoi a mené cette idée. Y a-t-il une nation belge? Y a-t-il... Alors, à chaque fois qu'on commence à énumérer, on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas beaucoup de nations, et que c'est toujours quelque chose à quoi nous sommes renvoyés, qui est, oui, il y a une nation en France. Puisque c'est la France qui a inventé cette idée. Oui, mais moi j'ai appris dans mon enfance que la France, la nation française, allait de Dunkerque à Tamanrasset. Voilà. C'est-à-dire que j'ai appris l'idée de nation, et je ne raconterai pas l'histoire de ma famille que j'ai racontée ailleurs. J'ai un grand-père qui, en 1939, était si inquiet de sa situation en France qu'il est allé se déclarer à la préfecture de police qu'il voulait servir la France et entrer dans l'armée française. Malheureusement, ça ne l'a pas empêché, 3 ans plus tard, n'est-ce pas, en juillet 1942, d'être déporté à Auschwitz en grande partie grâce à la police française. Donc je me méfie beaucoup de la nation de nos pères, la langue de nos mères, etc. etc. J'adore la littérature française, j'adore la langue française, j'adore la culture française, mais la nation française, que je ne confonds pas avec l'État que vous avez admirablement servi, j'y crois moins, et je pense, j'espère,
que l'avenir, au fond, étant à la diversité culturelle, donc à quelque chose que les empires protégeaient mieux que les nations, n'est-ce pas? Eh bien, je la mets, moi, dans la fédération des pays d'Europe, en espérant qu'il y ait une fédération des États de l'Ouest africain dans lesquels les frontières ne correspondent à rien, aucun sentiment des peuples, et que, voilà, pourquoi pas rêver d'une confédération européano-africaine qui résoudrait bien mieux que les conflits nationaux un certain nombre de problèmes politiques, géopolitiques auxquels nous sommes confrontés. J'essaye de mettre une pierre dans votre jardin, mais aidez-moi. Disons que c'est une perspective. Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice. On va pouvoir faire une séance de dédicace. Mais avant cette séance de dédicace, j'aimerais vous remercier tous les deux en vous offrant un cadeau, puisque Emmanuel Kant a rédigé Qu'est-ce que les Lumières à Königsberg, et que la Ville des Lumières a rédigé aussi son propre traité d'universalité, la plaisante sagesse lyonnaise. Et vous découvrirez dans ce texte que, contrairement à ce qu'on dit, nous pratiquons, nous les Lyonnais, eh bien, une universalité, un universel accueillant, non scalaire, non prosélyte, transversal. Voilà. Oh.